11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, direction un pays largement passé sous les radars médiatiques depuis que le monde a les yeux rivés sur le bras de fer entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et ce pays, c'est l'Afghanistan. Ça fera 5 ans, dans 2 mois, que les fondamentalistes ont repris le pouvoir et instauré petit à petit l'un des régimes les plus rigoristes au monde, des talibans qui, de façon quasi obsessionnelle, n'ont de cesse de s'en prendre aux femmes, à leur liberté et à leurs droits, qui se voient réduits à peau de chagrin. Mes invités qui connaissent toutes parfaitement l'Afghanistan peuvent témoigner aussi du silence assourdissant qui enveloppe cet apartheid de genre, comme l'appelle l'ONU. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Margot Ben, Mürcel Sayas, Solène Chalvon-Fioretti et Élise Blanchard. Bonjour à toutes les 4, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Margot Ben. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes grand reporter au Figaro, prix Albert Londres. Vous rentrez tout juste d'Afghanistan et on découvrira dans les jours qui viennent dans le Figaro magazine les reportages que vous avez consacrés à cette mission en Afghanistan. Avec nous aussi sur ce plateau, Mürcel Sayas. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous avez quitté l'Afghanistan en 2021, quand les talibans ont repris le pouvoir. Vous êtes journaliste, féministe et militante pour les droits humains. Et vous signez Qui entendra nos cris, dit témoignage des femmes d'Afghanistan, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Avec nous à distance, Solène Chalvon-Fioretti. Bonjour Solène. Bonjour. Vous êtes grand reporter, correspondante en Afghanistan et au Pakistan pendant plus d'une dizaine d'années. Et vous avez co-réalisé avec Marianne Guetti le documentaire Le pays taliban pour France Télévisions. Un documentaire qui nous plonge au cœur du système taliban et du quotidien bouleversé des Afghans et en particulier des femmes. Merci beaucoup d'être avec nous Solène ce matin. Et puis nous sommes aussi à distance avec Élise Blanchard. Bonjour à vous. Vous êtes photojournaliste et reporter, vous avez vécu 7 ans en Afghanistan et vous signez Dans la maison d'un taliban, qui vient de sortir aux éditions du Cherche Midi, le récit de vos 3 années passées au sein d'une famille afghane dans le centre du pays, une expérience singulière que vous nous raconterez tout à l'heure. Merci à toutes les 4 d'être là pour cette discussion donc consacrée à la situation des femmes principalement et de jeunes filles en Afghanistan. Je le disais, ça fera 5 ans dans 2 mois que les talibans sont revenus au pouvoir dans ce pays de 40 millions d'habitants. C'est 5 ans de recul des droits des femmes, avec une énième illustration il y a quelques jours et ce décret qui légalise de facto le mariage des petites filles et par la même occasion leur rend le divorce impossible. Ce mariage des enfants a été dans les faits déjà largement pratiqué, vous nous le direz tout à l'heure peut-être Mürcel Sayas, mais il est donc désormais codifié. C'est Marc Pope qui nous raconte ça en images. C'est une nouvelle loi qui réduit encore un peu plus le droit des femmes afghanes. Les talibans au pouvoir viennent d'adopter un décret en 31 points rendant presque impossible aux Afghanes de demander le divorce si leur mari n'est pas d'accord. L'article 5 du code est l'un des plus décriés. Il prévoit qu'une fille mineure peut demander à dissoudre son mariage à la puberté devant un tribunal. Une phrase qui laisse entendre que le mariage forcé des enfants est permis. Le nouveau texte soumet également les filles vierges à un régime particulier. Leur silence devant le tribunal vaudra consentement aux yeux de la loi talibane et le mariage ne sera pas annulé. Sauf que selon la loi, ces filles n'ont pas le droit de prendre la parole en public. Selon les associations afghanes des droits humains, depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, près de 70% des jeunes filles ont été contraintes à un mariage forcé. Cette nouvelle loi s'ajoute aux nombreuses restrictions auxquelles les femmes sont déjà soumises depuis presque 5 ans. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'école à partir de 12 ans. Elles doivent se couvrir des pieds à la tête, n'ont pas le droit de se maquiller, de se parfumer, ni de lire à voix haute, et encore moins de chanter en public et de se rendre dans un parc sans un homme. Un tour de vis dénoncé par les Afghans qui ont manifesté à Kaboul, mais aussi par l'ONU, qui dénonce un texte qui renforce la discrimination systémique. Voilà, l'ONU qui parle même d'apartheid de genre en Afghanistan, on y reviendra. Mürcel Sayas, cet énième décret officialise une réalité, le mariage des petites filles, qui existait déjà en réalité depuis longtemps, depuis que les talibans sont revenus au pouvoir. Exactement, même avant. C'était existé, mais avec les talibans, c'est augmenté horriblement. Et ce dernier décret qui disait si une mineure était mariée par ses gardiens, donc il peut demander ou elle peut demander un divorce ou annulation de la mariage quand il a son première puberté. Donc, c'est-à-dire, avant la première règle des femmes ou des filles, elle peut être mariée par son père, par ses frères, par grand-père ou
oncles, tout le monde, sauf elles-mêmes. Les premières concernées. Exactement. Et donc, tout ça augmente le mariage forcé, le mariage d'enfants en Afghanistan. Et bien sûr, l'annulation de mariage, c'est pas assez simple pour les femmes et les filles en Afghanistan, même avant et maintenant avec tout ça, c'est légalisé. Margot Ben, il n'y a aucun échappatoire possible pour ces petites filles en réalité. Non, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que, donc, quand bien même donc, il y a ce fameux décret taliban dont on a beaucoup parlé, qui interdit officiellement aux femmes de parler dans l'espace public, etc. Bon, dans les faits, c'est surtout des décrets, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans les familles. C'est-à-dire que même avant tous ces décrets, les femmes et les filles n'avaient absolument aucune liberté. Je ne pense pas qu'il y ait une fillette en Afghanistan qui, à la puberté, a pu annuler son mariage en disant en fait je refuse d'être mariée à cet homme. Elle ne le peut pas, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable par la famille. Il y aura des retombées sur elle, y compris de la violence. C'est tout simplement impossible et ça l'était déjà bien avant. Par ailleurs, donc comme le disait Moussal, les mariages d'enfants, notamment, ou de jeunes filles, ont largement augmenté depuis le retour des talibans au pouvoir, mais aussi à cause de la situation économique. C'est-à-dire que de nombreuses familles, aujourd'hui, ne peuvent pas, en fait, garder tous leurs enfants et toutes leurs filles à la maison, et il convient de les marier beaucoup plus tôt que prévu. Et parfois, c'est ça qui est insidieux, c'est que parfois, ce ne sont pas des mariages ouvertement forcée, mais on encourage les jeunes filles à prendre un mari bien plus tôt qu'elles ne l'auraient fait si elles avaient pu, par exemple, étudier, travailler. Voilà, donc il y a de très nombreuses femmes aujourd'hui qui se retrouvent mariées à 16, 17, 18 ans, alors qu'elles avaient prévu à l'origine de faire des études ou de travailler. Mariée de force, Solène Chalvon-Fioriti, ou fermement encouragée par leurs entourages, parfois vendus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Solène, derrière ce mariage, c'est aussi un permis fait à ces hommes, un permis à la contrainte sexuelle d'une certaine façon. Oui, alors là encore, je mettrais des bémols dans la mesure. Alors la contrainte sexuelle, déjà, c'est pas quelque chose qui est verbalisé comme ça en Afghanistan. Hein. Vous savez, parler de la sexualité était extrêmement tabou. Mais ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que là encore, je pense qu'il faut mettre un peu de nuance dans la mesure où malheureusement, ce dont on peut tester nous en tant qu'anciennes habitantes correspondantes en Afghanistan, c'est que je veux dire, entre les mariages qui s'organisaient déjà arrangés, je ne sais pas dire forcés, mais il faut bien comprendre que même des gens comme nous, même nos amis, même les gens qu'on voyait les week-ends, c'était des gens dont les mariages avaient été à l'écrasante majorité arrangés. Donc de toute façon, c'est une pratique culturelle qui était déjà très répandue. Le fait, bien sûr, que les filles soient soumises au vouloir de leur mari, là encore, c'est clair. C'était déjà le cas avant, mais c'était de toute façon. J'ose même pas dire ça, mais si vous voulez, dans la profusion d'interdits et de tabous, le fait qu'il y ait une contrainte sexuelle, c'est peut-être quelque chose qui est encore moins débattu que le reste. Si vous voulez, c'est presque, je ne peux même pas dire un non-sujet, mais je veux dire, dans la litanie des catastrophes des Afghanes aujourd'hui, cette question-là n'est même pas vraiment relevée. Litanie des catastrophes, dit Solène Chalvon-Fioriti. Il y a quelque chose de quasi obsessionnel de la part des autorités talibanes à l'encontre des femmes depuis qu'ils sont de retour au pouvoir depuis 5 ans. Sortir sans voile, interdiction de travailler, de sortir sans chaperon, de croiser le regard d'un homme, de pratiquer nombre de métiers, de chanter, de flâner dans un parc, d'être visible chez elles depuis la rue, et puis d'aller à l'école, au-delà de l'école primaire. Ce qui fait Élise Blanchard de l'Afghanistan, je crois, le seul pays au monde où l'enseignement secondaire et supérieur est strictement interdit aux filles et aux femmes. Vous les avez vues, ces jeunes filles afghanes qui passaient la petite enfance, sont désœuvrées. Oui, c'est absolument terrible. Ça a un impact différent selon les régions, selon les endroits où les petites filles avaient eu l'accès à l'école avant ou non. Mais la réalité, c'est que, il faut s'imaginer être adolescente et avoir cru qu'on pourrait aller au lycée, qu'on pourrait peut-être même étudier ensuite à l'université, et d'un coup apprendre que déjà ça va pas être possible, que tous nos rêves, il faut les oublier, et surtout que, comme on en parlait, la prochaine étape, ce sera sûrement le mariage et la vie à la maison.
Et moi, ce que j'ai constaté, c'est des fillettes qui se retrouvaient à aller mendier devant les boulangeries, des ados qui étaient au bord du suicide, voire faisaient des tentatives de suicide, avec des familles incapables de leur trouver du soutien. Et, enfin, c'est juste inimaginable comme douleur. Et là où au début on croyait à ce que disaient certains politiques talibans, que c'était temporaire, que ça allait sûrement rouvrir. Maintenant, ça fait presque 5 ans qu'ils sont au pouvoir et il n'y a plus aucun signe d'une intention quelconque de rouvrir les établissements. Margot Ben. Oui, je voulais juste revenir sur cette idée de divorce, de séparation dont on a beaucoup parlé avec ce texte. En fait, ça vient tout simplement mettre de la lumière sur le fait que de toute manière, que ce soit pour une fillette, une jeune fille, une femme, c'est extrêmement compliqué de demander le divorce en Afghanistan. Un seul exemple, moi je viens de faire tout un reportage sur l'amour, le mariage, la manière dont les nouvelles lois talibanes et la situation économique ont un peu transmuté toutes les relations familiales et tout ça en Afghanistan. Et pour vous donner un exemple parmi 100, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a épousé un homme juste avant l'arrivée des talibans au pouvoir. Cet homme est venu en France et l'a abandonné, lui refuse le divorce, parce qu'en Afghanistan, un homme peut divorcer d'une femme s'il le souhaite. Très simplement, pour une femme, c'est extrêmement compliqué. Elle doit aller dans une cour talibane, elle doit réclamer toutes sortes de choses, prouver toutes sortes de choses qui sont improuvables. Et donc, elle se retrouve seule en Afghanistan, à la merci de sa belle famille, qui l'a battue pendant plusieurs mois avant qu'elle aille se réfugier chez sa propre famille. Elle vit dans un dénuement le plus total. Son mari lui interdit encore d'aller récupérer son certificat de sage-femme parce qu'elle a pu faire des études et terminer ses études avant l'arrivée des talibans. C'est une professionnelle qui a terminé ses études et qui est aujourd'hui incapable de travailler officiellement. Il lui pourrait la vie depuis la France tout en postant des photos en vacances à la mer. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi des hommes restés en Afghanistan qui font exactement la même chose et qui refusent le divorce. Pourquoi ? Tout simplement parce que si un homme demande le divorce en Afghanistan, il est obligé de verser ce qui lui reste à verser de la dot à la femme et à la famille de la femme. Or, si c'est la femme qui demande, c'est en tout cas ce que m'ont raconté les talibans et les familles auxquelles les familles de toutes ces femmes. Et or, si c'est la femme qui essaye, eh bien déjà, elle doit passer par toute une série de passages judiciaires pour, in fine, probablement pas obtenir le divorce, et ensuite elle n'obtiendra rien de ce mari. Donc c'est ça en fait, c'est pas seulement que tout d'un coup les talibans se sont réveillés et ont interdit aux fillettes de demander le divorce, c'est tout simplement qu'une femme aujourd'hui est complètement à la merci de son mari, ne peut quasiment pas divorcer. L'inverse n'étant pas vrai, si on essaie de se représenter ce que ça veut dire aujourd'hui d'être une petite fille, une jeune femme, l'horizon, la projection qu'on peut se faire de son avenir, c'est pas d'école après le secondaire, donc aux alentours de 10 ans, et ensuite un mariage qui sera imposé. C'est ça Je pense, laissez-moi de n'être pas d'accord avec tout ce qui se passe ici, une grande partie de tout ce qui se passe ici. Pour moi, la situation en Afghanistan, c'est pas assez simple. C'est que à cause de la crise économique ou crise humanitaire, on ne peut pas mettre le point de tout ça sur les familles les familles, ils n'ont pas moyen de nourrir ses enfants, donc il va vendre ses enfants, ou forcer ses enfants à mariage. Même c'est le résultat des politiques des talibans. C'est les crises économiques. Pourquoi il y a les crises économiques? Je regarde et je monitore vraiment les médias français, comment ils représentent le cas d'Afghanistan en France et comment ça se passe. Je vois tout le temps, c'est les crises économiques, c'est les coupes des aides américaines sur l'Afghanistan, c'est ça. Non, c'est les talibans. Le problème, c'est les talibans et leur existence en Afghanistan. Comment ils gèrent le pays, comment ils contrôlent les femmes, comment ils contrôlent les situations économiques. Pour les talibans, tout est vert, tout est bien. Ils ont tous les moyens, ils ont les mines, ils ont les ressources pour acheter les weapons, les armes et avoir ces relations avec les pays aux régions, par exemple Pakistan, Iran, Inde, Russie, Chine. Tout ça, mais après, quand ça arrive à les femmes et les enfants, donc on dit c'est la situation économique. Non, c'est pas le seul facteur, donc il faut qu'on sache tout ça et
parle de ça, qui c'est les talibans et leur politique qui encourage les hommes. Mais je suis d'accord avec ça qu'avant les talibans, aussi en Afghanistan, c'était une société vraiment patriarcale. J'ai parlé de ça tout le temps. Dans mon livre, j'ai parlé de tout ce qui se passe en Afghanistan avant les talibans. Mais encore, on avait les lois, on avait Commission des droits humains, que je fais partie de Commission des droits humains. On avait beaucoup de lois pour justifier ou simplifier un peu la vie pour les femmes. La divorce, c'était toujours difficile pour les femmes en Afghanistan. Il n'y a que 4 conditions que les femmes en Afghanistan pouvaient demander la divorce. On comprend bien que depuis que les talibans sont de retour au pouvoir, évidemment, les droits des femmes se sont réduits à peau de chagrin. C'est ça que vous dites. Et c'est ça, je crois, ce qu'on dit sur ce plateau. Je ne crois pas qu'on dise l'inverse. Élise Blanchard, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez évoqué il y a un instant. Et c'est l'une des questions qu'on se pose quand on s'intéresse à l'Afghanistan. 40 millions d'habitants, je disais, des dizaines de millions de femmes. Comment est-ce qu'on tient mentalement quand on est une femme afghane aujourd'hui, promise à tout ce qu'on vient de raconter ? Moi, d'abord, j'ai juste un élément à ajouter sur la discussion qu'on vient d'avoir parce que je viens de passer plusieurs mois à travailler sur un reportage photo sur la vente de mineurs en mariage dans certaines régions d'Afghanistan. Donc, j'ai suivi des dizaines de petites filles qui allaient partir chez leur mari, qui avaient été vendues en mariage, qui étaient encore parfois avant la puberté, parfois déjà chez leur mari. Et là, moi, je veux pas faire de généralité, mais moi, là, la raison première qui faisait que ça arrivait de plus en plus depuis des années, c'était la détresse économique, cette fois liée aux sécheresses qui détruisaient les sources de revenus des gens. Donc elles étaient vraiment devenues une monnaie d'échange, la dot, des filles qui étaient déjà vendues pour partir à la puberté à 3 mois, à 6 ans, à 7 ans. Et donc, évidemment, des cas de viol et ensuite des cas de violence domestique très, très fréquents parce qu'elles n'étaient pas prêtes à s'occuper d'une maison et que la belle famille n'était pas satisfaite. Et là, moi, ce que je peux dire, c'est que l'aspect économique, et cette fois-ci en lien avec le réchauffement climatique, était criant. Elles sont vraiment devenues une monnaie d'échange. Donc bon, ça, c'est ce que je voulais ajouter. Ça ne va pas contre tout ce qui a été dit, mais c'est un élément qui, je pense, est important à ajouter en ce moment. Ensuite, pour ce qui est de comment les filles et les jeunes filles, les adolescentes essaient de survivre malgré le poids psychologique, le poids sur tous les fronts de l'interdiction des études secondaires. J'ai suivi plusieurs jeunes filles, jeunes femmes et ados sur la durée d'1 an. Comment elles étaient il y a 1 an, comment elles étaient 1 an plus tard, certaines sur 2 ans. Et ce que j'ai vu, c'est que là où certaines ont vraiment sombré dans la dépression, ce qui brise le cœur, et il n'y a vraiment aucun soutien solide en Afghanistan quand on est une ado et qu'on souffre de dépression, il y en a qui trouvent des solutions là où elles peuvent pour continuer à vivre, pour tenir. On le voyait dans les choses qu'elles écrivaient pour des sujets que j'ai faits. Et ce qu'elles disaient, c'était qu'elles le voyaient comme une épreuve à laquelle elles allaient résister. Elles trouvent toujours parfois des cours en ligne, parfois des formations en ligne, et elles s'occupaient comme elles le pouvaient. En fait, ça peut être lancer des ateliers de couture, ça peut être aider d'autres filles à trouver un emploi en lançant un atelier, un petit business. Ça peut être donner des cours elles-mêmes pour les enfants dans des écoles privées. Vraiment, elles se battent et là, elles sont incroyablement inspirantes. Enfin, je veux dire, c'est fou de voir une ado dans cette situation ou une jeune fille de 17, 19 ans qui est là à dire non, mais moi aujourd'hui, j'ai ce calendrier, ce matin, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et qui se bat pour sa survie, autant sa survie mentale que son futur, que son avenir. Vous racontez aussi, Élise Blanchard, dans votre livre, la circulation dans certains foyers ruraux d'antidépresseurs qui sont prescrits parfois sans même que les femmes ne soient au courant. Oui, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué déjà bien avant de faire ce livre. Je l'ai vu dans plusieurs régions d'Afghanistan. Et surtout, c'est dans les campagnes où les femmes sont le moins informées, où dans ce cas-là, une des femmes que j'ai suivies dans cette famille, qui venait d'une famille talibane, des frères talibans, un mari, etc. Et elle, en fait, à chaque fois que je venais, elle me montrait le sac en plastique de médicaments qu'elle avait, parce qu'elle était malade pour plein de raisons. Et elle me montrait les médicaments, elle me disait ça c'est quoi, et en fait le Xanax, le Prozac et le paracétamol étaient
pareil pour elle. Parce qu'en fait, on lui donnait des ordonnances en anglais sans rien prendre le temps de lui expliquer. Donc, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui prennent du Xanax, qui prennent des antidépresseurs. On leur refile ça sans leur expliquer pourquoi. Et moi, petite anecdote, une fois, je suis allée chez le docteur parce que, je sais plus, je m'étais fait mal au dos ou quelque chose. Et il m'ajoute quelque chose sur l'ordonnance en disant, ça, c'est pour dormir, sans me le dire. Et moi, à la fin, je regarde l'ordonnance, c'était du Xanax. Et même à moi, on m'avait pas expliqué, en fait. Margot Ben, vous avez enquêté sur la situation sanitaire de ces femmes. Alors, on entend qu'ils sont médicamentées peut-être à leur corps défendant, mais qui sont aussi exclus des centres de santé pour les raisons qu'on a évoquées. Ouais, non, mais ça, c'est ce que vient de dire Élise, c'est quelque chose de très, très répandu que j'ai pu voir également. C'est complètement affligeant, mais ça résulte aussi d'un énorme tabou autour de la santé mentale de manière générale, et puis de la santé mentale des femmes en particulier aussi. Tout simplement, pour donner un autre exemple, il y a eu une montée, on demande à n'importe quel travailleur humanitaire ou membre du corps médical en Afghanistan, tout le monde dira qu'il y a eu une montée des tentatives de suicide ou tentatives de suicide soupçonnées, puisque bien souvent, c'est pas dit comme ça, depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. C'est flagrant, c'est criant, même s'il n'y a aucun chiffre, parce qu'il n'y a aucun chiffre en Afghanistan, mais ça, tout le monde le dit. Et par exemple, donc j'ai pu aller dans des hôpitaux là tout dernièrement où en fait, partout, on nous dit, oui, il y a de nombreuses femmes, jeunes filles qui arrivent parce qu'elles ont bu de ce qu'ils appellent de l'acide. Alors parfois, ça peut être de la javel ou toutes sortes de choses. Et ce qui est très, très, très pernicieux aussi, c'est qu'il y a notamment énormément de cas d'enfants qui boivent accidentellement de l'acide ou des trucs de batterie parce que tout simplement, c'est gardé dans des boîtes, des bouteilles d'eau vides dans lesquelles on met tous ces produits. Et donc, parfois, même très souvent, il y a des enfants qui boivent ça, ils sont amenés dans les hôpitaux, etc. Et donc là, les jeunes filles sont incapables de dire qu'elles ont fait une tentative de suicide. Donc, en fait, il y a une sorte d'épidémie de suicide partout dans le pays et dans les provinces, plus encore que dans les villes, probablement. C'est très compliqué d'avouer qu'on a fait ça. Problème de santé mentale et problème d'accès aux centres de soins tout court. La santé des femmes aujourd'hui en Afghanistan, je pense aux questions autour de la maternité et de la grossesse. C'est un vide. C'est pas à cause de la sécheresse, tout ce que Margot a dit, c'est à cause des talibans. C'est à cause des talibans, à cause des règles inhumaines des talibans qui appliquent sur les femmes. Les femmes, quand on se réveille le matin, en tant qu'une femme en Afghanistan, afghane, pas une femme qui va pour visiter l'Afghanistan ou travailler en Afghanistan à l'extérieur, parce que les talibans sont hypocrites. Ils peuvent laisser les femmes étrangères aller en Afghanistan, travailler en Afghanistan. Par exemple, moi, je ne peux pas rentrer dans le pays parce que je critique les talibans et je ne suis pas étrangère, je viens d'Afghanistan, donc je ne peux pas vivre dans mon pays. Millions des autres femmes comme moi, ils ne peuvent pas vivre librement dans son pays. Donc tout ça, oui, ça peut les conséquences de l'augmentation de suicide, que je suis extrêmement d'accord avec ça. Chaque jour, on reçoit les cas dans le média que je travaille, les cas de suicide des femmes en Afghanistan, les féminicides, c'est horriblement augmenté. 7 mois, oui. Il y a plus que 10 cas de féminicide en Afghanistan. Et on imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes pour établir les responsabilités des féminicides. Parfois, les gens accusent les talibans pour tout ce féminicide parce que plusieurs femmes étaient vivre à l'extérieur du pays et quand elles rentraient en Afghanistan, donc elles étaient tuées. On ne sait pas par qui. Et les gens accusent les talibans pour les tuer. Donc oui, tout ça, c'est à cause des talibans, à cause de ces règles vraiment insane. C'est les règles fous, pas humaines. On ne sait pas comment il peut gérer le pays avec toutes ces règles. Et bien sûr, ça augmente son problème mental et psychologique dans le pays. Élise Blanchard, je voudrais qu'on revienne sur votre expérience au sein de cette famille menée par un homme taliban, expérience singulière, peut-être controversée pour certains. Je le disais, vous avez vécu 3 ans par intermittence au sein de cette famille dans le centre de l'Afghanistan. Autour de cet homme, donc, il y a une femme, plusieurs enfants, qui vit aussi avec, je crois, les sœurs, avec ses sœurs ou les sœurs de son épouse. Et la question qui
qui m'intéresse dans le travail que vous avez fait, c'est comment cet homme compose avec cette réalité. Vous dites dans votre ouvrage que c'est un homme qui, a priori, veut plutôt du bien pour sa femme et pour ses filles, tout en se revendiquant taliban, tout en soutenant un régime qui opprime les femmes. Comment compose-t-il, lui, avec tout ça ? Déjà, il y a deux choses que je voudrais préciser. Ce que je dis dès le départ du livre, c'est qu'en suivant cette famille, je ne fais pas de généralité sur les talibans. Les talibans, c'est le nom d'un gouvernement, c'est le nom d'un groupe. Lui, en l'occurrence, il faisait partie des talibans, mais toutes les personnes sont uniques, toutes les familles sont uniques, comme en France. Donc voilà, c'est l'histoire d'une famille que j'ai trouvée très intéressante et très spéciale. Et c'est une famille. Donc sa femme venait aussi d'une famille de talibans, une famille encore plus conservatrice que la sienne. Et donc elle est tout aussi importante. Une femme qui, elle aussi, soutient les talibans. Pourquoi ? C'est très complexe. Ses sœurs se retrouvaient au milieu. C'était une zone très grise, en fait. Une famille où il y avait des talibans, il y avait des anciens travailleurs du gouvernement, il y avait des jeunes qui étaient plutôt ouverts d'esprit, qui étaient à l'université. Il y avait des femmes qui disaient que ça t'envoyait en enfer d'avoir du maquillage devant des hommes. Donc voilà, c'est montrer toutes ces zones grises, c'est avoir vu une famille qui montrait beaucoup des complexités de l'Afghanistan, de ce qui est devenu le pays après des décennies de guerre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça fait quand même 40-50 ans de guerre en Afghanistan. Voilà, donc l'histoire, c'est ça. C'est pas seulement cet homme. Après, pour parler de cet homme, pour faire un petit résumé, lui, en fait, il venait d'une famille qui n'était pas du tout talibane. Et donc, ses sœurs sont très différentes de lui, très différentes de sa femme. Mais à 14 ans, il a vu débarquer dans sa province, qui a été sur la ligne de front où très, très longtemps, il a vu débarquer les frappes aériennes, des soldats qu'il ne connaissait pas, une guerre, des civils qui parfois se faisaient tuer au milieu. Et lui, avec aucun accès à l'éducation et très peu d'informations à part le moullah du coin, il a rejoint les talibans. En tant qu'adolescent, sa famille était dévastée. Et bon, après, c'est l'histoire du livre, ce qui lui arrive ensuite. Il en sort, il y retourne, ce qui arrive à sa femme, leurs rêves, pourquoi il pense ce qu'il pense. Mais donc voilà, lui, il y arrive comme ça. Il y a des dizaines de milliers de talibans. Il n'est pas comparable aux hommes qui décident les lois. Donc voilà, je suis vraiment spécifique que je parle d'un homme, d'une famille. Donc voilà, donc lui, on parlait beaucoup de religion parce que ce qui me choquait, c'était comment est-ce qu'il peut aimer ses filles, parce que clairement, la manière dont il se comportait avec eux à la maison ou dans le jardin, je dirais, il les frappait pas, quoi. Il les aimait, pareil avec sa femme. Donc c'était comment est-ce qu'il peut soutenir un gouvernement qui commet des crimes contre elles, qui fait de leur vie un enfer, aux femmes et aux filles un enfer, au point que, comme on le disait, ça les pousse au suicide. Comment est-ce qu'il y avait ces deux choses chez lui ? Et il y avait vraiment être partagé entre ce qu'on a appris par ses chefs et la religion, ce qu'on a appris en voie au paradis, ce qui est pour l'éternité, contrairement à cette vie qui pour lui n'est qu'un passage temporaire, et ce que lui parfois ressent. Donc il y avait ces histoires où, par exemple, quand les universités étaient encore ouvertes aux femmes, notamment pour devenir médecin, il me disait c'est très bien, moi ma fille elle pourrait faire ça, tant que c'est séparé des hommes, c'est très très bien. Et quand ensuite les talibans plus tard ont fermé les universités aux femmes, dont l'accès à la médecine, je lui ai dit, regarde, ton chef il a eu tort, ton grand chef taliban, s'il change d'avis c'est qu'il respecte pas le Coran. Et lui, en fait, tout ce qu'il avait à dire, c'était, je sais pas, non, s'il le dit, c'est que ça doit être comme ça dans le Coran. Et quand je le poussais beaucoup, lui, il avait au moins parfois l'humilité de dire, honnêtement, là, j'ai pas la réponse, je vais appeler le mollah du village. Mais la réalité, c'est que le mollah du village, il n'est pas plus éduqué que lui. Je sais pas s'il a des bonnes intentions, c'est un village, un mollah, et donc ça le laissait coincé dans dans ce flou. Autant de croyances, voilà, dans cette contradiction. Mais après, on le voyait des fois qui disait, au bout d'un moment, il disait mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce serait mieux qu'il y ait des docteurs femmes. Et que ma fille, c'est vrai que si elle devenait docteur, je pourrais lui ouvrir une petite pharmacie, elle soignerait les femmes du coin, ce serait sympa. Et après, je lui disais, ton émir, alors, c'est un menteur. Ça, il ne pouvait pas non plus l'accepter parce que, pas respecter la religion, ça voudrait dire que toute sa famille, ils iraient tous brûler en enfer pour l'éternité. Donc c'était difficile de raisonner avec tout ça. Margot Ben, vous qui rentrez d'Afghanistan, vous en avez rencontré des hommes afghans qui ne sont pas fondamentalistes, qui
compose avec ça. Vous disiez que vous aviez travaillé sur l'amour et les relations possibles dans ce monde ultra rigoriste. Comment font-ils, ces hommes afghans qu'on n'entend pas beaucoup se mobiliser, bien sûr, pour... Effectivement. Alors, encore une fois, tout comme il n'y a pas... tout comme les talibans ne sont pas un groupe monolithique et comme tous les individus sont distincts, comme le rappelait très justement Élise, tous les hommes sont aussi des individus distincts et donc il y a autant d'hommes afghans qu'il y a d'hommes français. Donc juste pour donner une petite touche positive, pour apporter une petite histoire positive, je peux vous raconter par exemple l'histoire de cet homme qui est un neurochirurgien en Afghanistan, qui a eu 1000 possibilités de partir du pays, qui a fait le choix de rester dans le pays. Et lui est à la tête d'une organisation qui organise entre autres activités, y compris pour les femmes, mais qui organise notamment des mariages collectifs, des mariages de masse. Et donc, je me suis notamment rendue à un mariage pour 200 couples, donc 100 le matin, 100 l'après-midi. Et le but de tout ça, c'est de permettre à des couples qui autrement ne le pourraient pas de se marier. Parce que traditionnellement, en tout cas depuis un certain nombre d'années, les mariages se faisaient en grande pompe en Afghanistan. Et aujourd'hui, c'est absolument hors de portée pour un très, très grand nombre de familles. Et donc, pour permettre justement d'éviter des mariages beaucoup plus problématiques ou des arrangements beaucoup plus problématiques entre familles, et pour permettre à des couples, y compris des couples qui le veulent eux-mêmes, de se marier, eh bien, il a organisé ces mariages collectifs où on se marie tous ensemble, c'est gratuit pour les couples, il y a une distribution de robes de mariée à taille unique, une distribution de toutes sortes de choses, il y a des donateurs, y compris de la diaspora afghane, etc. Et donc lui tente de circonvenir à toutes ces règles. Il y a une sorte d'arrangement, il va faire du lobbying à la mosquée, etc., avec des talibans. Il a une sorte d'entendement avec le gouvernement. C'est compliqué pour lui également, puisqu'il est de l'ethnie minoritaire hazara et il n'est absolument pas, de la mouvance talibane ni rien, mais il essaye de faire ce qu'il peut pour tenir cette espèce d'équilibre précaire où il a le droit de continuer ses activités en Afghanistan, tout en faisant parfois des lectures du Coran qui ne sont pas du tout dans la ligne de celle des talibans, tout en permettant de jouer de la musique lors des mariages, tout en en faisant plein de petits à côté, tout en préservant l'équilibre avec le gouvernement officiel. Il y a toutes sortes d'hommes aussi en Afghanistan qui essayent de faire bouger les choses. Il y en a qui font absolument rien. Dès le départ, dès 2021, je me suis retrouvée dans plusieurs cortèges de manifestantes femmes qui extrêmement courageusement allaient braver les talibans armés dans la rue. Il y avait des hommes qui passaient à côté et qui se moquaient d'elles, voire qui les harcelaient sexuellement ou qui les insultaient. Il y a autant d'hommes que... Réalité contrastée. On vous a retrouvé, Solène Chalvon-Fioriti. Et d'ailleurs, on évoquait ce décret sur le mariage des petites filles. Il y a eu des manifestations à Kaboul, ce qui est, quand on y pense, assez extraordinaire. C'est une des séquences de votre film, Solène. Vous racontez, vous montrez comment certains hommes afghans, qui ne sont pas tous fondamentalistes, tentent de composer et même critiquent, y compris devant votre caméra, l'absurdité, l'arbitraire. Alors en l'occurrence, la séquence se passe autour d'un lac auquel les femmes n'ont pas accès, comme quand les hommes, bien sûr, ont le droit. Mais on entend cet homme dire qu'en fait, il n'est pas d'accord, mais son espace de liberté d'expression est très restreint. Oui, alors, excusez-moi, parce que du coup, j'ai pas suivi le débat, donc je ne sais pas si je vais parler de choses qui ont déjà été évoquées. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on mesure partout en Afghanistan, selon les régions, selon les provinces. On a affaire, je suis désolée, j'ai un retour régie de son dans les oreilles. On a affaire, selon les territoires, à des attitudes très différentes en fonction des hommes. Et c'est sûr que quand on est, comme nous, on était à Bamiyan, au centre du pays, autour d'un lac où il y a en majorité une ethnie hazara particulièrement présente, qui est plus ouverte aux droits des femmes, quand on a des régions comme par exemple le Wardak, où Élise Blanchard a passé beaucoup de temps, qui est proche de Kaboul, on a quand même des mentalités qui, parce qu'elles sont ou plus libérales ou parce qu'elles sont proches des villes, tout simplement, il y a une question de géographie très importante dans ce pays, il y a des gens qui sont plus ouverts. Il y a au sein du mouvement taliban, on le voit bien, on l'a bien vu avec Marianne Jetty, en fonction des endroits où on a passé quelques semaines, quelques semaines l'année dernière, on se rendait bien compte que par moments, c'était vraiment une question d'individualité, de rapport à sa propre famille, d'amour à ses propres enfants, à ses propres filles. Et on était surprise d'avoir au sein même du mouvement taliban des agents
qui était critique, mais qui, comme vous l'avez dit, en fait, se limite quelque part, en fait, se limite à la parole qu'il vous donne, se limite à être un petit peu plus indulgent envers la jeune fille qui passe le visage pas masqué, ou comme à Bamiyan, vous le voyez, il ferme complètement les yeux sur toutes ces filles qui ont des sacs à dos en fin de journée, donc qui sont des filles qui rentrent d'instituts d'apprentissage, et donc ils ferment les yeux, mais ils n'iront jamais. En tout cas, ils ne sont pas allés jusqu'à maintenant. Et je rappelle qu'il y a encore des droits de l'hommistes, des gens qui travaillent dans des associations, des hommes afghans qui sont en prison aujourd'hui à cause de ça. Ils n'iront jamais jusqu'à défendre cette cause devant Kaboul, devant Kandahar, même pas devant les ministères. On se rend bien compte, là encore, quand on a couvert l'Afghanistan depuis longtemps, que la façon dont les ministres nous parlaient il y a 5 ans, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Je donne souvent cet exemple. Je me rappelle du ministre de la Santé à l'époque, il y a 4 ans et demi. C'était un oncologue qui vous regardait dans les yeux en tant que femme quand il vous donnait des réponses. Enfin, aujourd'hui, le ministre de la Santé, c'est un type qui est un mollah, c'est un monsieur, pardon, qui est un mollah et qui ne connaît rien à la médecine et qui n'a pas du tout envie de répondre à vos questions, a fortiori si vous êtes une femme. Donc tout cela est très imprévisible et je ne sais pas si ça a été dit quand j'étais coupée, mais c'est aussi imprévisible parce qu'il faut bien rappeler que on connaît ce pays de moins en moins. C'est ce qui est terrible, c'est le propre des dictatures qui se forgent. C'est que, je veux dire, c'était beaucoup plus facile pour nous, en étant sur place, avec énormément d'organismes, encore un budget qui est donné dans l'industrie, quand même dans le secteur du développement, c'était beaucoup plus facile pour nous de connaître ce pays. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que vous avez de moins en moins de gens qui y travaillent, qui y vont, et surtout un accès à l'information qui est réduit à peau de chagrin à cause des talibans. Donc c'est aussi pour ça que c'est difficile d'édicter des vérités générales sur l'Afghanistan aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que toutes les trois qui travaillaient en Afghanistan, c'est extraordinairement compliqué, et vous le montrez notamment dans votre film. Solène, c'est ça qui est très compliqué. Il ne s'agit pas ici de faire des généralités noir, blanc, mais c'est la force de l'arbitraire. L'arbitraire permet de ci, de là des contournements, des zones de liberté. Parfois, pour ces femmes, des centres d'enseignement privés qui d'ailleurs privilégient les familles afghanes riches au détriment des plus pauvres, qui parfois permettent des histoires d'amour, des relations. Mais l'arbitraire de l'autre côté, c'est aussi parfois quelqu'un qui arrive et qui dit non, c'est fini et à partir de maintenant, ce sera comme ça. Exactement. Avec tout ça, on ne parle pas sur beaucoup de choses encore en Afghanistan. On parle de la crise humanitaire, on parle de la crise santé et tout ça, mais on ne parle pas sur beaucoup de choses. Par exemple, les femmes et les filles qui ont manifesté contre les talibans ou les journalistes qui encore raison dans les prisons des talibans. Qu'est-ce qui se passe avec eux dans les prisons? Le dernier rapport des Nations Unies, ils disent que les talibans violent les femmes dans les prisons. Ils violent les femmes, même à l'extérieur. Et ils violent même les garçons, les hommes dans le prison. Donc, tout ça, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de violence conjugale qui est augmentée énormément à cause des règles des talibans, à cause des décrets des talibans qui chaque jour ajoutent une autre chose tous les jours, une autre ordre, mais aussi on ne parle pas de ça que Bruxelles va inviter les talibans dans quelques jours, semaines en Europe. Donc, je vraiment insiste de parler de ça. Ce n'est pas le pays des talibans. Ce qu'on entend dans les médias internationaux, les médias occidentaux, ça nous frustre parce qu'en Afghanistan, on regarde à l'extérieur, on se bat contre les talibans, les femmes peuvent être emprisonnées par les talibans, elles ne peuvent pas aller à l'école, au travail, rien du tout, rien. Les femmes en Afghanistan et les filles, ils n'ont rien du tout, aucun droit. Mais ici, les gouvernements européens, ils demandent, ils invitent les talibans à Bruxelles pour négocier. Ils donnent les consulats en Allemagne pour les talibans. Ou par exemple, en Norvège, faire les négociations avec les talibans sans les femmes afghanes, sans les sociétés civiles. Donc, tout ça, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on produit et ce qu'on nourrit les médias à l'extérieur. C'est précisément l'objet de cette émission aujourd'hui. Exactement. C'est très intéressant de parler de ça et aussi d'être ici en tant qu'une femme d'Afghanistan, qui je parle tous les jours avec les femmes dans les zones rurales,
mes amis, mes familles, aussi dans le cadre de travail que je fais et tout ce qu'on amène à l'extérieur, les informations. Ça, c'est extrêmement important. Précisément, Margot Ben, pendant ce temps, pendant que les droits des femmes se réduisent à peau de chagrin, avec une réalité contrastée, on l'a dit, et je renvoie à vos travaux, à toutes, qui sont infiniment plus riches que ce qu'on pourrait faire dans ces 3 quarts d'heure d'émission. Pendant ce temps, les talibans, d'une certaine façon, parviennent à ce qu'ils avaient ambitionné de faire dès 2021, sortir de leur isolement international. Ça fonctionne. Exactement. Alors, un point de départ par lequel je voudrais commencer, c'est justement, on a évoqué un petit peu au cours de cette émission les femmes qui ont manifesté en Afghanistan, etc. Bon, j'en ai suivi pas mal, j'ai fait pas mal d'articles assez longs et sur la durée, notamment sur le devenir de ces femmes, sur les viols en prison, sur la manière dont elles sont poursuivies ensuite, dont elles sont envoyées en province par leur famille pour cacher le déshonneur, etc. C'est des choses que des journalistes afghanes et internationales ont beaucoup documenté, y compris des ONG internationales. Il y a eu des rapports entiers, Human Rights Watch, Amnesty, etc. Donc voilà, donc ce sont des choses qui sont suivies, documentées, etc. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des chiffres en Afghanistan. Il y en a déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup auparavant. Aujourd'hui, toutes sortes d'organisations de défense des droits de l'homme ont totalement disparu et les quelques initiatives qui existent encore sont totalement entravées. Donc, c'est compliqué de savoir. On peut, à notre petit niveau, en tant que journaliste, en tant que chercheur, en tant qu'humanitaire, etc., tenter de révéler des histoires, de suivre, de tirer le fil d'histoire sur la durée, voilà, comme nous tous depuis très longtemps. Mais voilà. Et aujourd'hui, je voulais prendre ce point de départ notamment pour expliquer comment les talibans aujourd'hui sont parvenus à sortir de leur sorte d'autarcie. Parce que d'une part, les études qui sont faites sur leur violation des droits humains sont partielles. De fait, parce qu'il n'est pas possible d'étudier tout ça partout dans le pays, parce que le travail est très entravé. Donc de vérifier les intuitions de façon documentée sur le terrain. Et ensuite, tout simplement parce qu'une grande partie des pays aujourd'hui qui décident tout d'un coup d'adopter une position de plus gros engagement avec le gouvernement taliban, le font notamment pour des questions migratoires et de retour des réfugiés. Donc c'est extrêmement cynique. On parle là de quelque chose du cynisme qui vient de s'ajouter sur le cynisme. Oui, c'est un autre sujet, effectivement, le retour, mais très important, le retour des réfugiés, disons, retour forcé, notamment d'Afghans du Pakistan ou encore d'Iran. Et d'Europe, c'est-à-dire que des pays européens, et l'Allemagne en tête, décident aujourd'hui de parler davantage aux talibans, voire de faire venir, c'est le cas des Allemands, de faire venir des dignitaires talibans, des diplomates talibans en Allemagne pour discuter de manière plus efficace du retour au pays, etc. etc. Je note juste très brièvement que le retour de ces personnes afghanes au pays ne veut pas non plus dire que des Afghanes femmes persécutées qui attendent depuis très très longtemps, que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan ou dans les pays limitrophes, vont pouvoir, elles, enfin obtenir leur visa. C'est plutôt le contraire. Voilà. Au nom de quoi, Solène Chalvon-Fioriti, on oublie aujourd'hui le martyr des Afghanes? Au nom de quoi cette baisse de la mobilisation internationale en quelques mots? Je pense que c'est une question très personnelle qui a trait au cœur et aux âmes des gens. Donc malheureusement, j'aurais du mal à répondre à ça de façon générale. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous en burn-out de violence, en burn-out de souffrance, pardon, j'ai encore le retour régie dans les oreilles, et que nous n'arrivons pas à être présente pour les Afghanes qui vivent, je le rappelle, effectivement une situation unique au monde. Je pense que là encore, j'aurais juste, pour ma part, en tout cas, je vais parler de quelque chose de personnel, mais je crois que même nous toutes autour de ce plateau, qui avons vu l'avant et l'après, et du coup qui vivons, bien sûr, même si ça paraît indécent de le dire à distance, mais un effondrement aussi intérieur de voir ce qui se passe pour les Afghanes aujourd'hui. Sachant que la situation ne changera pas pour l'éducation des filles, les talibans l'ont dit. Je crois que c'est aussi de comprendre que nous ne sommes pas, on ne fait vraiment pas tout. Et qu'on est vraiment très très petit dans cette équation afghane aujourd'hui. Les talibans sont tout puissants financièrement, politiquement, et en plus sont maintenant avalisés en fait par leurs voisins directs, comme vous l'avez dit, avec des retours de relations avec les Russes, avec les Qataris très fortement récemment. Et donc finalement, on n'a pas grand-chose à faire dans ce jeu-là, hormis sur les questions migratoires, bien sûr. Et
on ne brille pas, c'est le moins qu'on puisse dire, par notre sens moral. Ça me désole, mais il y a encore des choses à faire. Il ne faut pas en parler de façon trop négative parce que sinon, les gens qui nous écoutent, ils ne vont pas avoir envie d'investir auprès d'associations d'accueil de réfugiés. Ils ne vont pas avoir envie d'accueillir des jeunes filles afghanes chez eux. Et toutes les femmes que je vois sur ce plateau et que je connais personnellement, je sais qu'elles continuent de faire en sorte d'aider des femmes à sortir, d'aider des femmes à se scolariser en France. Donc, je pense qu'il faut quand même garder aussi un peu d'espoir, parce que sans espoir, les gens, ils n'ont pas envie d'investir pour les femmes afghanes qui viennent chez nous. Je vous vois acquiescer, Élise Blanchard, d'un mot, parce qu'on est très en retard. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que en ayant pris la décision de continuer de documenter les dernières années ce que je pouvais, malgré les restrictions des talibans, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a des jours, j'ai le droit de prendre des photos et on me donne les documents. Il y a des jours, on me dit que c'est interdit de prendre des photos des choses humaines, des choses vivantes, y compris les oiseaux. Donc, il faut comprendre que les talibans ne veulent l'info, elle rentre au compte-gouttes, voilà, comme le disaient très justement mes collègues. Mais il faut comprendre aussi que, bien que, évidemment, la manière dont les femmes sont traitées, de la manière dont on leur enlève ce qui peut se résumer à leur droit de vivre, il y a d'autres choses qui rendent leur vie impossible, comme les mariages de mineurs liés à la pauvreté, comme aussi ce que j'ai couvert l'été dernier, à cause des coupes de fonds, pas seulement américains, des coupes de fonds du fait que la communauté internationale soutienne de moins en moins l'Afghanistan sur le plan humanitaire, il y a des femmes qui avaient perdu accès aux cliniques de leur village. Et donc, elles risquaient la mort, certaines étaient déjà mortes, quand elles voulaient accoucher, parce qu'il n'y avait plus de clinique où elles pouvaient aller. Elles perdaient leur bébé. Et là, les gens voulaient en parler. Les gens voulaient que j'en parle, que je photographie, que je montre. Donc, en fait, il y a aussi cette perte d'intérêt sur ce qui est possible de faire en Afghanistan. J'ai vu des choses qui étaient encore des petites pierres dans l'édifice, des ONG qui essayent de soutenir des entreprises gérées par des femmes, ce qui leur permet d'avoir encore des emplois et des sources de revenus et donc un degré d'indépendance. Des ONG qui ont des hotlines où des femmes qui sont vraiment désespérées, qui n'ont personne à qui parler pour leur santé mentale, peuvent appeler des psy afghanes. Donc, il ne faut pas oublier que même si ce n'est pas aller contre ces crimes qui sont inimaginables des talibans, il y a encore des moyens d'aider comme on le peut. C'est ça, moi, j'aimerais qu'on n'abandonne pas non plus. Il y a encore des espaces, on va s'arrêter de là-dessus. Merci infiniment à toutes les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci encore, on se retrouve dans un quart d'heure juste après la pause.